Bonjour, alors comme on l'a vu tout de suite, le fait qu'il y ait une asymétrie d'information entre la personne qui veut vous recruter, qui est employée par l'entreprise pour essayer de déterminer le candidat le plus efficace, et vous qui êtes un candidat qui proposez de vendre votre force de travail ou vos compétences ou vos connaissances ou votre carnet d'adresse à l'entreprise, le problème c'est qu'on a une asymétrie d'information. En réalité, vous ne savez pas si vos compétences et l'entreprise, le travail de l'entreprise vont vous convenir, et la personne qui représente l'entreprise ne sait pas si vos qualifications correspondent exactement à la fiche de poste de l'entreprise. Alors pour essayer de surmonter ce problème, on a plusieurs outils qui vont permettre d'essayer de déterminer si les candidats sont faits ou pas et si vous êtes fait ou pas pour l'entreprise. Je vous ramènerai en cours une annonce d'emploi, comme ça vous verrez un peu à quoi ça ressemble, parce que je ne vais pas vous décrire ça là, ça n'aurait pas vraiment de sens, je vais vous faire le cours vraiment, et je vous en amènerai en cours, on regardera ça ensemble. En grosso modo, il y a deux choses qui vont être importantes, c'est l'expérience que vous avez déjà et les diplômes que vous avez acquis. On va commencer par le diplôme, par ordre chronologique. Alors le diplôme, c'est quelque chose qui va permettre de valider, qui est en général reconnu par l'État, même si ne sont pas tous. En général, les diplômes sont tous reconnus, quasi tous reconnus par l'État. Ça confirme que vous avez suivi telle ou telle formation, que vous avez telle ou telle qualification et que vous avez telle ou telle connaissance théorique. Le diplôme, donc ça enlève une incertitude. C'est un signal que vous envoyez, comme quoi vous avez suivi tel ou tel cursus, que vous avez eu tel ou tel professeur, que vous avez eu des formations dans tel ou tel domaine, qui vous rendent compétent dans votre domaine d'expertise, qui vous rendent normalement apte à exercer un emploi. C'est quelque chose que vous pouvez également appuyer par une lettre de recommandation. Vous demandez à un de vos professeurs, à un ancien employeur, de vous faire une lettre comme quoi vous êtes une brave bête, vous êtes ponctuel, vous êtes toujours à l'heure, vous faites des heures sup sans demander quoi que ce soit, voilà, vous êtes un employé génial. Ça va convaincre votre employeur qu'effectivement vous êtes la personne qu'il recherche pour son entreprise. Le diplôme, ça peut être également perçu comme le signal d'une motivation. Vous avez fait de longues études, donc c'est que vous avez vraiment envie d'être pharmacien, médecin, agronome, trader, contrôleur de gestion, comptable, juriste, avocat, ce que vous voulez. Mais le fait de faire de longues études, c'est également, pour certains employeurs, la marque d'une motivation. Si vous avez Bac plus 5, Bac plus 8, c'est quand même que vous avez envie de faire ce métier-là. Ensuite, on va avoir l'expérience. Quand vous sortez et que vous avez juste un diplôme, en fait, vous ne savez pas travailler. Vous n'êtes pas tout de suite capable d'effectuer les tâches qu'on va vous demander. Ça, c'est l'expérience qui va vous l'apprendre. C'est le fait d'avoir déjà ou pas travaillé, de savoir comment ça fonctionne une entreprise, de connaître des gens dans d'autres entreprises qui vous aidera dans votre travail, d'avoir la capacité de nouer des relations sociales avec les autres employés de l'entreprise afin d'être plus efficace, etc. Alors ça, en général, dans le monde du travail, on commence par faire des stages, parce que c'est difficile de trouver un premier emploi sans expérience, donc on commence par faire des stages où pour l'entreprise, du coup, on est peu, voire pas payé, et puis pour du côté de l'employé, ça fait une expérience professionnelle qu'on peut ensuite valoriser pour demander un emploi avec un salaire beaucoup plus élevé. Donc, au final, on peut dire que c'est comme ça. Donc voilà. L'expérience que vous allez avoir, suivant que l'entreprise ressemble ou pas, qu'elle est connue ou pas, qu'elle est reconnue ou pas, ça va vous permettre également de convaincre la personne qui vous fait passer votre entretien d'embauche de vous offrir l'emploi qu'il a à proposer. Voilà. Et tout ça, donc ça s'appelle l'aléa moral, puisque le risque pour l'employé, pour la personne qui va vous employer, c'est qu'en fait vous soyez une grosse feignasse incompétente, pas ponctuelle, associable, avec tous les défauts du monde, et que une fois qu'il vous aura employé, ça va être assez difficile pour lui, ça va être plus compliqué pour lui de vous licencier plutôt que d'avoir embauché la bonne personne, ce qu'on appelle l'aléa moral. Tant que vous n'avez pas l'emploi, vous êtes à genoux en train de jurer sur vos grands dieux que vous ferez tout ce qu'on vous demande sans rechigner. Puis une fois que vous avez signé le contrat de travail, vous estimez qu'en fait 8h, 8h30 c'est pareil, que le dossier on verra plus tard parce que là c'est l'heure du café, que voilà. Ça c'est ce qu'on appelle l'aléa moral. Est-ce que la personne qu'on va recruter pour travailler dans l'entreprise va être une personne digne de confiance, efficace? Alors pour ça, on a également comme outil le salaire d'efficience. C'est un outil qui a été inventé par un économiste qui s'appelle Stiglitz, que ceux qui font SPECO connaissent déjà parce qu'ils ont étudié un texte de lui.
texte que je vous ai fait faire en full contrôle là. Le salaire d'efficience, en fait, ça correspond au fait à deux choses. Plus vous proposez un salaire élevé à une personne, plus la personne va être motivée. C'est-à-dire que plus vous augmentez son salaire, plus la personne va avoir tendance à arriver à l'heure, va s'impliquer dans son travail, va avoir de la motivation, quoi. Va avoir envie de faire ce qu'elle fait, va donner plus que ce que l'entreprise contractuellement l'oblige à faire. Et d'un autre côté, si on baisse le salaire de l'employé, on estime qu'on perd le salaire d'efficience parce que l'employé est déprimé, il trouve qu'il n'est pas assez payé, qu'il n'est pas reconnu ni par l'entreprise ni par la société, et il va avoir tendance à en faire le minimum vital parce que il estime qu'il n'est pas payé, pas reconnu à sa juste valeur, donc il n'y a absolument aucune raison de se fatiguer à faire quoi que ce soit pour l'entreprise qui ne le reconnaît pas. Donc le salaire d'efficience de Stiditz, c'est un salaire qui correspond à la valeur du travail de l'employé, un salaire qui va motiver l'employé. Plus l'employé va être payé, plus il va se sentir reconnu, plus il va être encouragé à faire des efforts. Voilà. Et à l'inverse, plus un employé va être mal payé, mal considéré, moins il va être encouragé, moins il va faire d'efforts. Ensuite, on va faire ensemble sur cette vidéo-là tout ce qui va être l'exclusion, la segmentation. Alors dans l'exclusion, on a des personnes qui ont une faible employabilité. Si ça fait 10 ans que vous êtes au chômage, que vous n'avez pas fait de formation, c'est clairement la misère pour trouver un emploi parce que vos capacités, vos connaissances, vos compétences n'ont pas été mises à jour et donc elles ne sont plus vraiment valables puisque la société et ses technologies ont évolué. Vous n'êtes plus apte à rentrer sur le marché du travail, à moins d'avoir une formation qui va coûter à l'entreprise. Donc elle va pas s'embêter à vous employer vous parce qu'elle va avoir des gens qui, pour peut-être même un peu plus cher, vont être immédiatement disponibles, immédiatement efficaces. Donc de l'intérêt de l'entreprise de prendre ces gens-là qui vont être immédiatement disponibles et efficaces. Donc le long chômage, c'est facteur d'exclusion, puisque du coup on a une employabilité qui est faible. Il y a un autre astuce, c'est qu'il y a des personnes qui sont, alors on dit en anglais, parce qu'il y a pas mal de mots en économie qui viennent en anglais, qui sont des insiders, ce sont les personnes qui sont déjà dans l'entreprise. Inside, en anglais, ça veut dire à l'intérieur. Ces personnes qui sont déjà en entreprise, elles vont être préférées en termes d'évolution. Si une entreprise a besoin d'un cadre, elle va peut-être chercher un employé qu'elle connaît déjà. Donc on n'a pas le problème de la confiance, on n'a pas le problème de l'aléa moral, puisque c'est déjà un bon employé, il est déjà à l'heure, il connaît bien l'entreprise, il connaît bien ses collègues, donc on peut estimer qu'il fera un bon manager parce qu'on le connaît bien, que lui connaît bien le fonctionnement de l'entreprise et la structure de l'équipe. Donc qu'est-ce qu'on va s'embêter à faire passer des entretiens à quelqu'un qu'on ne connaît pas alors que lui on le connaît et on sait que ça va marcher. Donc ça c'est un insider, c'est quelqu'un qui est déjà en poste dans l'entreprise et qui va évoluer. Du coup, il y a des personnes qui vont subir l'exclusion puisque il y a des managers qui ne vont pas être employés à cause de l'évolution de ce personnage-là. Et ça, la personne qui n'est pas embauchée, ça va être un outsider, quelqu'un qui est à l'extérieur de l'entreprise et qui cherche à être recruté. L'insider est favorisé parce qu'il n'a pas à subir l'aléa morale et que c'est en général plus facile et moins coûteux pour une entreprise de faire évoluer un contrat de travail pour en contracter un nouveau. On sait à quoi s'attendre, on va dire. Il n'y a pas de prise de risque avec un insider, alors qu'un outsider, pour une entreprise, embaucher quelqu'un, c'est toujours une part de risque. On ne sait pas si la personne qu'on emploie va être en gros à la hauteur de ses promesses. L'autre chose, c'est la segmentation du marché du travail. Alors, dans la segmentation, il y a deux grands types de marché du travail en France. On va avoir deux grands types de contrats qui sont les CDI et les CDD. Les CDD, c'est les contrats à durée déterminée, ça veut dire que vous êtes employé par une entreprise pour une période donnée. Un mois, 1 an, 3 ans, ce qui est écrit sur votre contrat, 10 ans. Un CDD, c'est un CDI, c'est un contrat à durée indéterminée. Ça veut dire que vous êtes embauché quasiment ad vitam aeternam. Vous pouvez être licencié pour faute grave ou faute lourde ou pour licenciement économique. En gros, si l'entreprise fait faillite ou perd beaucoup d'argent, vous êtes licencié parce qu'il n'y a plus les moyens de vous payer. Ou si vous faites une grosse bêtise, vous êtes licencié parce que vous avez fait une grosse bêtise. Mais c'est les deux seules grandes familles de raisons pour lesquelles on peut vous licencier. Voilà. Ouais, c'est bon, j'ai rien oublié. Donc notre marché du travail va être segmenté entre différentes capacités, compétences. Forcément, si vous êtes plombier, que vous postulez pour faire un truc dans le domaine de l'aérospatial, ça marche mal. À l'inverse, vous êtes astrophysicien, vous postulez pour être plombier, ça se passe très mal aussi. On est d'accord que vous cherchez dans votre propre domaine de compétences. On peut avoir des gens qui sont au chômage et qui sont plombiers. On peut avoir un manque d'ingénieurs en informatique, il y aura du chômage parce que du plombier, il faudrait qu'il fasse une longue formation avant de devenir ingénieur en informatique.
À l'inverse, on peut avoir beaucoup de, je sais pas, webmaster ou de community manager, trop, du coup ils sont au chômage et on cherche des électriciens. Bon, bah, le temps qu'ils apprennent à devenir électriciens, ils ont une période d'ajustement, donc ils sont au chômage. On est d'accord que ça, c'est logique, le marché du travail est segmenté. Et ensuite, il y a différents types d'emplois, majoritairement les CDI et les CDD, qui vont être des contrats à durée déterminée ou indéterminée, sachant qu'un contrat à durée indéterminée est beaucoup plus avantageux puisque vous êtes sûr de garder votre travail. Alors qu'un contrat à durée déterminée, vous êtes sûr de devoir rechercher un travail dans un avenir proche. Pas forcément proche, mais vous êtes sûr de devoir rechercher un travail. Voilà, j'espère que c'est clair et on se retrouve tout de suite pour le rôle de l'État.